tous, ici Mister Cult. Au programme aujourd'hui, quand vous avez trop d'argent et que vous savez pas quoi en faire, moi je veux bien. Vous êtes prêts? C'est parti pour Danger Diabolique. Alors, Danger Diabolique est une comédie d'action franco-italienne sortie en 1968 et réalisée par Mario Bava. Né en 1914 à Sanremo en Italie, Mario Bava a été très rapidement attiré par le cinéma grâce à son père, ce dernier ayant été caméraman et créateur d'effets spéciaux durant l'industrie italienne du cinéma muet, d'abord voulant devenir peintre mais incapable de produire des peintures à un rythme rentable. Il assiste son père sur les diverses productions de l'époque avant de se lancer en solo pour l'Institut Luce, consistant à manipuler les films de propagande sur de fausses victoires italiennes durant la Deuxième Guerre mondiale. En parallèle, il devient chef-op pour des cinéastes de prestige tels que Roberto Roberti, connu également sous le nom de Vincenzo Leone, le père d'un certain Sergio Leone, le maître du néoréalisme italien Roberto Rossellini, voire Francesco de Robertis, qui a grandement influencé Mario Bava pour la suite de sa carrière. Passé la guerre et après s'être fait les mains sur des documentaires, il se lance dans la réalisation en 1957 de manière un petit peu étrange sur le film Les Vampires. En effet, considéré comme le premier film d'horreur parlant du cinéma italien, Mario Bava remplaça après seulement 12 jours de tournage le réalisateur, les raisons des tensions entre Riccardo Freda et les producteurs selon laquelle le tournage n'avançait pas assez vite. Mario Bava apporta quelques modifications et même si le résultat n'en fait pas un chef-d'œuvre, il reste une œuvre qui aura une grande influence dans le cinéma d'épouvante transalpin. En fait, il fera office de réalisateur serpillère pendant 3 ans et pour 3 autres films. En 1958 où il assiste Paolo Hush pour Le danger vient de l'espace, même si plus tard l'acteur Ivo Garani avouera qu'il a plus contribué que son compère sur le résultat final. Il remplace une deuxième fois Riccardo Freda en 1959 sur Caltiki le monstre immortel, mais cette fois à cause de problèmes de santé. Enfin, la même année, il co-réalise la bataille de Marathon avec Jack Turner et Bruno Valaiti, s'occupant notamment de la photographie et de scènes sous-marines. Bon, donner un coup de pouce par-ci et là, c'est sympa, mais maintenant il faut faire ses preuves. Et justement, la décennie suivante va nous prouver à quel point Mario Bava fut une influence majeure dans le cinéma de genre. Pas seulement dans le pays de la pizza, dans le monde entier. Et ça commence fort en 1960 avec Le Masque du démon. Adaptation du conte russe Vige, publié en 1835 par Nicolas Gogol. Sérieux, il s'appelle Gogol. Le film est à la fois poétique et effrayant, disposant des codes du film de vampire et en même temps se mettant en concurrence avec l'horreur gothique dont la Hammer s'était spécialisée. Le Masque du démon lance la renommée mondiale de Mario Bava, mais également de l'actrice Barbara Steele. Il enchaîne ensuite avec 2 films, 2 œuvres dont les genres sont très populaires à l'époque. Hercule contre les vampires en 1961, Péplum matinée de fantastique, et la même année, La ruée des Vikings, un très beau film d'aventure animé de magnifiques décors et d'un casting de haute volée, Cameron Duchel et Alice Kessler en tête. Cependant, si Mario Bava se présente comme un véritable touche-à-tout, son importance est telle qu'il va être le précurseur de plusieurs, même si j'aime pas dire ça, sous-genres, en particulier dans le domaine de l'horreur. La révolution commence en 1962 avec La fille qui en savait trop. D'abord prévue pour être une comédie, l'évolution de la production permettra au film de devenir le précurseur de ce qu'on appelle le giallo. Mix entre l'épouvante, le cinéma d'exploitation, l'érotisme et le thriller avec des mises à mort très stylisées et très violentes, voire gore. Mario Bava poursuivra dans cette direction avec Les 3 visages de la peur, 6 femmes pour l'assassin, L'île de l'épouvante et Une hache pour la lune de miel, jusqu'à dans la décennie suivante, Lucio Fulci, Andrea Bianchi et surtout, vous croyez que je l'avais oublié, Dario Argento ne fasse exploser le giallo à un stade supérieur. Changement de registre en 1965 avec La planète des vampires, adaptation de la nouvelle de Renato Peciniero, Une nuit de 21h écrit en 1960. Mario Bava met en scène un film de science-fiction novateur qui influencera grandement un certain Ridley Scott sur un petit film sorti en 1979 avec Sigourney Weaver. Non, plus sérieusement, regardez La planète des vampires puis Alien pour comparer. Attention, je dis pas que Alien est nul, j'adore ce film, vous le savez très bien, mais je trouve amusant de trouver les grosses similitudes. On revient dans l'horreur en 1971 avec La baie sanglante, débutant comme un simple giallo et l'aspect visuel qui l'accompagne, le film bascule lentement sur ce qu'on va appeler le slasher. Alors bien sûr, des œuvres sorties avant le film de Mario Bava et qui ont influencé le slasher, il y en a. Du Voyeur de Michael Powell aux adaptations d'Agatha Christie en passant par Psychose de Papy Hitchcock, mais c'est vraiment La baie sanglante qui va en poser les jalons sur les gimmicks narratifs
et visuels qu'on verra par la suite dans Halloween de John Carpenter, Vendredi 13 de Sean Cunningham ou encore Scream de Wes Craven. Franchement, respect ma gueule, durant sa dernière partie de carrière, Mario Bava commencera à se faire plus discret pour lancer son fils Lamberto dans le grand bas de la réalisation. On peut néanmoins noter le western Roy Colt et Winchester Jack en 1970, Lisa et le Diable en 1974, s'inspirant énormément de L'Exorciste de William Friedkin, ça va, il a aussi le droit de piquer les idées des autres, hein. L'adaptation de la Vénus d'Île pour la télévision en 1979, et pour finir, certains fans le considèrent même comme son chef-d'œuvre, Les Chiens Enragés en 1974. Appartenant au poliziotesco, définition du polar italien où l'action et la violence étaient très explicites, film quelque peu maudit puisque Mario Bava ne le verra jamais sur grand écran. En effet, le principal investisseur décédera d'un accident de voiture alors que la production était quasiment terminée. Les Chiens Enragés sera saisi par les tribunaux et ne sortira qu'en 1998 en VHS et DVD, soit 18 ans après la mort de Mario Bava. Le cinéaste décédera en 1980 d'un infarctus alors qu'il préparait un nouveau film de science-fiction, Star Express. Considéré comme un maître absolu du cinéma d'horreur italien, Mario Bava aura réussi, malgré des moyens limités, d'un temps de tournage très court et d'un casting au talent souvent discutable, à sortir quelques petits classiques dont certains auront donné leur lettre de noblesse à des genres cinématographiques jamais vus. Un vrai magicien de l'image et une figure majeure du cinéma d'exploitation, utilisant avec ingéniosité et intelligence ses techniques personnelles pour exploiter de nouveaux langages cinématographiques. Un travail admiré dont Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Roger Corman, Tim Burton et Dino De Laurentiis en reconnaîtront l'importance. D'ailleurs, pour ce dernier, il le découvrira rapidement pour un projet très intéressant qui, vous vous en doutez, sera le sujet du jour. En effet, en 1962, les sœurs Angela et Luciana Giussani créent Diabolique, un fumetti mettant en avant un criminel masqué qui n'a qu'un seul but: voler, en particulier les mafieux et les malfrats. Pourquoi? Parce qu'ils sont plats aux as. Forcément, avec plus de 150 millions de volumes vendus à travers le monde, le succès est tel que le producteur mégalo Dino De Laurentiis en rachète les droits après qu'une première adaptation avec Alain Delon ait été avortée, propose à Mario Bava, à qui sa carrière montait énormément, de le mettre en scène. Ainsi sort en 1968 Danger Diabolique. L'histoire dans la ville fictive de Clairville, le criminel diabolique, aidé de sa fidèle Eva, nargue sans arrêt la police et les bandits de la ville, arrivant toujours à s'échapper et à dérober des millions de dollars et autres objets de valeur. Devant leur incapacité à l'attraper, les deux parties vont décider de pactiser ensemble pour réussir à enfin mettre Diabolique hors d'état de nuire. Chef-d'œuvre incompris pour certains, nanar culte pour d'autres, Danger Diabolique représente au même titre que Criminal d'Umberto Lenzi ou Barbarella de Roger Vadim le summum du délire kitsch et coloré typé années 60. Symbole d'un cinéma pop aujourd'hui disparu ou présent par intermittence, le film de Mario Bava est certes une commande, mais le savoir-faire habituel du cinéaste, proposant un ton plus léger encore que, mais non moins dénué d'intérêt à l'œuvre d'origine qu'il adapte. Inspiré du personnage de Fantomas, Diabolique a très vite été populaire par son côté anti-héros, car même s'il n'est pas en soi quelqu'un de mauvais, préférant voler les gangsters et les mafieux, il n'hésite pas à tuer quiconque se met en travers de son chemin, n'ayant que peu d'empathie pour les gens, à part Eva forcément, et éventuellement ceux qui l'ont aidé dans ses aventures. Sur l'aspect sombre de la BD d'origine, Mario Bava en gardera quelques bribes, mais n'étant clairement pas en position de force, Dino De Laurentiis imposera un ton plus léger et follement pop, typique de son époque. On peut quand même y déceler une certaine forme d'anarchisme, Diabolique se révélant un criminel égoïste, volant les gens par simple plaisir personnel, s'amusant à narguer les autorités dirigées par l'inspecteur Ginko qui n'arrive jamais à le coincer. Malgré cela, Mario Bava, habitué aux couleurs vives, se lâche dans cette adaptation où sa mise en scène, sûrement l'une de ses moins personnelles, y décèle pourtant le summum du n'importe quoi. Course-poursuite en accéléré, décors improbables, cascades et explosions qui dépassent toute logique, sans oublier la scène dans la boîte où les substances illicites sont partagées par tout le monde. Je rappelle quand même, c'est l'époque des hippies et du peace and love. Bien
Bien sûr, qui dit Italie dit belle femme, et sur ça, Mario Bava ne se prive pas une seule seconde d'hypersexualiser notre magnifique Eva Kant. Jouée par l'actrice autrichienne Marisa Mell, alors qu'à la base c'était Catherine Deneuve qui devait avoir le rôle, elle réussit à se démarquer en exploitant parfaitement ses atouts physiques pour le plaisir des yeux. T'emmènes faire un tour, ma belle? Ça dépend. J'ai refusé toutes les offres jusqu'ici. Pourquoi? Tu coûtes si cher. 11 émeraudes, trésor. Tu les vaux. Allez, monte. Je rêve où ils viennent la traiter de pute. À côté, Diabolique est mise en image par John Philip Lowe, vu également en ange extraterrestre aveugle dans Barbarella. Excusez-moi, je viens de bugger en disant ça. Futur habitué des séries Z, son charisme de moule invarié fait le strict minimum, mais bon, comme il a en général son costume, ça passe. Par contre, pour les adversaires de Diabolique, c'est plus intéressant. L'inspecteur Ginkgo est interprété par Monsieur Michel Piccoli, excusez du peu. Quant à Ralph Valmont, l'ennemi juré de Diabolique, le rôle est tenu par Adolfo Celi, le bad guy du 4e James Bond Opération Tonnerre, qui s'éclate à faire le mafieux ultra cliché, mais drôlement jouissif. Je t'avais prévenu que je te ferais avaler ton extrait de naissance. Charogne. A noter également la musique composée par la légende Ennio Morricone, le style du compositeur se mêlant plutôt bien aux sonorités 60s. Bien sûr, quand on voit le résultat, on peut se poser la question si Danger Diabolique est un pur nanar assumé, mais il faut se rappeler que durant la décennie sont sortis Barbarella et Criminal, mais surtout le Batman de 1966 tiré de la fameuse série télé, et je rappelle qu'à la base, l'univers de Batman, c'est sombre, pas kitsch. Mais n'étant pas considéré comme un art majeur, il était presque normal que les adaptations de ce format ne joueraient pas sur notre incrédulité. Au contraire, c'est débile, mais on se laisse prendre au jeu. À mi-chemin entre les Fantomas avec Louis de Funès et les James Bond filmés de façon psychédélique, le cinéaste transalpin se joue du film d'espionnage avec un sens jubilatoire de l'autodérision, action, légèreté et érotisme où la paire de criminels fusionne à l'écran nous garantit un spectacle fantaisiste et divertissant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il est fou! Réalisé avec une identité qui lui est propre, Mario Bava abuse des plans optiques déjantés et des angles de vue qui sortent de l'ordinaire, une ère révolue où le système des niveaux financiers permet néanmoins des idées visuelles et une esthétique assez farfelue à l'écran, mais qui donne à Danger Diabolique son aura unique. C'est coloré, c'est rythmé et les enjeux très dans l'imaginaire donnent constamment l'impression de voir une BD en images. En découle un emballage clinquant représentant d'un autre temps, mais qui malgré des effets spéciaux datés, et encore je suis gentil, garde un certain charme. Je te donne ma voix! Tire pas, non! Tire pas! Je t'en supplie, Ralph! Tire pas, non! Franck, puisque tu me supplies, c'est entendu, je ne te tirerai pas dessus. Le film aura plutôt bien marché, mais pas assez pour que Dino De Laurentiis mette en boîte une suite, dommage car la fin ouverte œuvrait grandement dans cette perspective. Sachant qu'à côté, Mario Bava, déçu de l'expérience, n'était clairement pas chaud pour retravailler une nouvelle fois avec le producteur. Le personnage se tarde dans l'oubli jusqu'aux années 90 avec une série animée de 40 épisodes, assez bonne visuellement, même encore aujourd'hui. Plusieurs rumeurs de remake vont s'annoncer, notamment une au début des années 2000 par Christophe Gans avec Vincent Cassel dans le rôle principal. Finalement, le projet n'aboutira pas. Une série live était également prévue il y a une dizaine d'années, mais la production annulera rapidement, n'étant pas convaincue du tout. Finalement, les choses bougent en 2018 avec l'annonce d'une nouvelle adaptation sur grand écran réalisée par les frères Manetti. Diabolique est joué par Lucas Marinelli. Le film sorti l'année dernière en Italie a été un gros succès, si bien qu'une suite est déjà en préparation. Pour la France, par contre, toujours pas de date de sortie. Je l'ai touché, patron, j'en suis sûr. Descendons. Messieurs, dames,
il est l'heure de conclure. Gardant un talent inné pour créer une atmosphère visuelle hautement fascinante, Mario Bava réussit avec Danger Diabolique une adaptation mode à la démesure de ce que les années 60 pouvaient proposer. Un traitement qui peut rapidement lasser un public moderne, mais le cinéaste italien est avant tout un homme d'image et s'acharne à raconter une histoire crédible et fun dans les limites du genre, se liant à ses propres méthodes de travail à celles d'une grosse production pour en résulter une œuvre délicieusement kitsch, jouissif au premier degré voire plus loin, sans queue ni tête, mais surtout sans limite. Alors oui, les acteurs sont souvent à la ramasse et les effets spéciaux sont ce qu'ils sont, mais tous les ingrédients sont étonnamment présents pour donner l'envie de regarder cette petite perle d'un cinéma italien aujourd'hui disparu. Danger Diabolique est un film culte à découvrir d'urgence. Voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère qu'il vous a plu. Donc Danger Diabolique, un film à voir ou à revoir si ce n'est pas encore fait. Si vous voulez découvrir des adaptations complètement décalées hors États-Unis, celui-là est une très bonne curiosité. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.